Ahmed Hachi. Bonsoir tout le monde, la bienvenue. Nous voici au rendez-vous. Let's Talk, 7e édition. Ce soir, le thème est la santé de notre portefeuille. Vous imaginez bien que cela nous préoccupe, vous préoccupe. La crise économique, qu'est-ce que cela veut dire exactement? Alors, une nouvelle ère, une nouvelle guerre, fiction, réalité. On doit travailler avec nos pulls. D'ailleurs, ce soir, vous portez des vestes, vous portez des pulls, des écharpes. Il faut économiser sur le radiateur. Vous avez froid dans le local, madame? Non, ça va. Ça va encore jusque-là maintenant, donc on va faire court. Pourquoi? Parce que les compteurs tournent. Qu'est-ce que cela veut dire? La vie devient chère, mais avec des spécialistes aujourd'hui, nous allons soulever toutes ces questions. Qui est avec nous ce soir? Olivier Van der Hagen, excusez-moi, je prononce toujours jamais assez bien votre nom de famille. J'en suis vraiment désolée. Directeur d'action sociale à Molenbeek-Saint-Jean. Donc c'est le directeur du CEPA, si j'ai bien compris. Un des directeurs. Un des directeurs. Vous êtes le grand directeur? Non, il y a un petit directeur juste au-dessus. Ok. Alors c'est marrant. Parce que la dernière fois qu'on s'est vu, c'était sur la question de la radicalisation. Vous étiez responsable de la cellule crise radicalisation. À la commune. Et maintenant, vous êtes responsable cellule crise énergétique. Je suis l'homme des crises. Oh, ouais, vraiment, vraiment. Espérons que ce soir, en tout cas, vous allez nous éclairer au mieux. Avec nous, Marie Marchandise. Vous êtes également responsable, entre autres, donc appui social, énergie pour les associations. Qu'est-ce que cela veut dire? Alors donc nous on vient en appui aux travailleurs sociaux de première ligne sur toutes les questions qui concernent l'énergie, principalement le droit d'accès à l'eau, au gaz, à l'électricité, et on aide les assistants sociaux qui sont sur le terrain à analyser les problèmes qui sont en lien avec l'énergie. On va y revenir, c'est super intéressant. Et puis avec nous Tierno, pardon, Toumkara. Et vous travaillez à la Porte Verte, les colis alimentaires. Les colis alimentaires. Ok. Alors, je propose qu'avec les membres ici présents et nos spectateurs virtuels, de déjà rentrer dans la première vidéo et dans le sujet. La bienvenue. Sander. Vandaag we gaan een kleine interview met sommige personen van de grote markt van La Duchesse over de energiecrisis. Ja, قررنا ما ودي لا كريز المعيشة تغرى ما تصحني غير دوار وها وتجيبوا دوار وها المعقول باش نكريزي مغا ما المال حبيب دغون كريز المعيشة غلات المعيشة على ما عندنا ما نديروا المعيشة، ما عندنا ما نديروا. الدولة هي كتجيب المعيشة، إلا جابتها رخيصة كتبيعها هنا رخيصة، إلا غالية كتبيعها هي ماشي هي سبقت ديالها. تقدر تعاود لنا شوية الظروف فاش عايش وكيفاش؟ راك عارفة اختي راه كلشي غالي دابا، الضوء والماء والغاز لقيت راه غالي بزاف، وحتى الضوء والمعيشة راه غالية بزاف دابا بهذا الوقيته هذا. ماشي سهل ياك تزاد هادشي اللي كيقولوا ضد ود الغاز زعما بالطبع راه كاين. شحال كتخلص دابا؟ شحال باش تطلع؟ طلعنا مع سيدي كان كنخلص 100 و 120 اورو، دابا ولات 200 قال كتخلص 250 اورو في الشهر. Donc tu payais 120 euros par mois, maintenant 250 par mois. Plus le loyer, plus المعيشة راه غالية دابا. إلا مشيتي غير لألدي ليدل راك غالي بزاف. Aldi Lidl ça a augmenté aussi. كلشي راه زادوا كلشي. كان شي شويه رخيص تمشي ألدي دي 50 اورو تجيب الحويجات كيما بغاو ضرب الصرف. دابا 50 اورو ولا ما تجيب لك جوج الحويجات. Avec 50 euros il fait rien, son caddie est vide. Oui السوق عاود كما لا يمشيش. Même le marché. مارشي وي توجور. ايوا واش غادي ندير اختي؟ السوق زادوا فيها ماشي كاين حاجه اللي كانت كتسوى 2 اورو ولا 3 اورو 50 4 اورو. يجي من هذه مغاله يجي من مغاير من غير تستعسل من غير حديد. علاش ما نتحدد ما طيشه من غير حديد غير غنستعسل انا حنروح عينا شويه. اوكي شكرا. Eh bien voilà,
on entend bien que les gens se plaignent que tout a augmenté. Le caddie de la ménagère a augmenté, qu'aujourd'hui c'est avec 50 €. On est à 2-3 produits, et qu'aujourd'hui, aussi bien sur les marchés que dans les magasins, les supermarchés, les prix sont flamboyants. Alors, il s'avère qu'aujourd'hui, peut-être, toi Marie, il s'avère qu'aujourd'hui, annuellement, les factures augmentent énergétiques, si je ne me trompe pas, entre 7 000 à 10 000 € par an, ce qui équivaut à 600 à 800 € par mois. C'est une réalité ou on rêve là? Ben, c'est vrai que là, les chiffres montrent, les chiffres de la CREC, donc le régulateur fédéral, qu'un ménage en moyenne de 4 personnes va payer par an 9 200 € de gaz et d'électricité. Ce qui est, en tout cas pour le gaz, presque 4 fois plus qu'avant. Pour l'électricité, un peu moins. Mais c'est quand même une augmentation énorme par rapport à 2020, où les prix étaient plus ou moins relativement bas, parce que ça avait baissé suite à la crise du Covid, et puis ça a augmenté très fort en 2021-2022. En fait, si on comprend bien, n'hésitez pas aussi de réagir, vous êtes aussi là pour ça si vous avez des questions, mais si je comprends bien, c'est que d'office, avant, ça augmente d'office en ne voyant même pas, en ne calculant même pas les compteurs. Ah oui, le prix du kilowattheure augmente. A augmenté d'office. Donc même si on ne consomme pas plus, on va d'office avoir une facture plus grosse. Donc, mais ça veut dire alors, aujourd'hui... Alors même si on diminue le chauffage, ça ne change rien du tout. Mais en tout cas, si on diminue sa consommation, parce que si la consommation augmente et que les prix augmentent, là, ça augmente. Alors ça veut dire qu'on est... Ah oui, j'ai compris. Mais si on essaye de diminuer sa consommation, forcément, on essaye de consommer moins, et donc moins de kilowattheures et de mètres cubes de gaz à un prix élevé. Mais bon, pour contrer l'augmentation, il faudrait déjà vraiment baisser sa consommation de manière... assez drastique pour pouvoir rester à une consommation, à une facture quasi normale. Ouais. Il faudrait presque s'éclairer, j'ai envie de dire, à partir des bougies et ne pas allumer le gaz pour pouvoir encore avoir une facture de fin d'année, plus ou moins. Ben, c'est ça qui est un peu questionnant, parce qu'on encourage les gens du coup à faire des économies. Après, pour contrer l'augmentation des prix, déjà je suis pas sûre que ça soit suffisant, et puis c'est toujours aussi devoir se priver, devoir contrôler. Bon, bien sûr il faut maîtriser et contrôler sa consommation, mais se priver, c'est pas spécialement la solution. Nous, on entend beaucoup dans les gens qu'on suit, beaucoup de témoignages où les gens ont peur d'allumer leur chaudière, où vraiment c'est une crainte, ils disent qu'ils vont passer l'hiver sans chauffage. Est-ce que c'est vraiment la solution? Peut-être pas. Il y a des leviers d'action qui sont mis en place et qu'il faut mobiliser. Autrement, peut-être que de juste couper sa chaudière, comme par exemple le tarif social, qui était pour certaines catégories de personnes et qui, suite à la crise, a été élargi à toutes les personnes qui bénéficient du statut BIM, par exemple. C'est quoi le statut BIM? Alors le statut BIM, c'est un statut qui est octroyé par la mutuelle, et c'est les bénéficiaires d'intervention majorée. Et c'est un statut qui est octroyé selon certaines catégories de revenus, ou alors sur base de revenus assez bas, il y a des plafonds, et on peut demander ce statut BIM à la mutuelle, et ce statut BIM ouvre le droit au tarif social, qui est un tarif qui est quand même 5 fois moins cher pour le gaz que le tarif commercial, et 3 fois moins cher pour l'électricité. Mais ça, c'est par exemple un levier d'action qu'on peut faire, en tout cas qui a plus d'impact que juste baisser son chauffage, éteindre sa lampe. Donc nous, on encourage à mobiliser ces leviers d'action. On n'a jamais entendu parler de ce tarif BIM. Moi-même, je suis intéressée C'est sur l'ancien le statut VIPO. C'est VIPO. Ah oui, c'est VIPO. Ah oui, voilà, d'accord, mais pas tout le monde est VIPO. Non. Et même, oui. Justement, je connais une personne à qui on a octroyé le statut BIM, mais sa facture d'électricité est quand même passée du simple au double. Donc, Mais le tarif social a augmenté un peu parce qu'il suit quand même le marché, mais il est plafonné. Donc ça veut dire qu'il ne va jamais atteindre les tarifs commerciaux. Alors c'est vrai qu'il a quand même augmenté. Le tarif social de l'année 2020 n'est plus le même que 2022, mais ça reste quand même plus ou moins contrôlé par rapport à l'envolée des prix commerciaux qui sont eux complètement disproportionnés par rapport à ce qu'on voyait il y a 2 ans. et par rapport à l'envolée des prix, justement, est-ce que les prix varient d'une heure à l'autre? Parce que moi, je pense, par exemple, commencer peut-être à la concurrence, où ça ne sert à rien, où c'est une démarche inutile, ou...
En tout cas, le tarif social, il ne varie pas, c'est le même chez tout le monde. Après, bien sûr, oui, les fournisseurs proposent des contrats qui sont différents. Et alors là, il faut comparer les offres et voir un petit peu ce qui est intéressant en termes de consommation, du ménage. C'est vrai que c'est très intéressant de comparer les offres et d'essayer d'avoir un contrat qui convient à sa consommation. Et puis, ils font des promotions. Il y a aussi des offres quand tout passe par exemple, les mails et tout ça, c'est un peu moins cher. Donc, ça vaut la peine de comparer un peu les offres. Les fournisseurs proposaient des contrats variables et des contrats fixes. Ils ne proposent plus de contrats fixes, donc il n'y a plus que des variables. Donc il faut comparer les contrats variables entre eux. Et justement, en parlant de contrat fixe, j'avais un contrat fixe, mais ils l'ont réajusté quand même avec les prix actuels. Donc il est plus si fixe que ça, parce que s'il avait été réellement fixe. Mais en fait, le contrat, donc ici à Bruxelles, le fournisseur propose des contrats pour 3 ans. Donc normalement, si vous avez conclu un contrat fixe, ça prend cours à une date et c'est valable pour 3 ans. Mais parfois, le fournisseur prévoit dans ses conditions générales de pouvoir indexer le tarif. Mais donc, c'est pas comme un contrat variable où ça va suivre vraiment les fluctuations du marché et que là, vraiment, si ça s'envole, le prix s'envole. Le contrat fixe peut être indexé selon un indice, je suppose, ça à voir dans les conditions générales. Mais donc, ça peut être un peu augmenté, mais ça reste quand même plus fixe que les contrats variables. Là, vraiment, ça suit la fluctuation du marché et ça s'envole, quoi. Donc il est bon de lire les conditions générales parce que je n'étais pas du tout au courant que c'était fixe. 3 ans, pour moi, fixe, c'est fixe. Oui, c'est fixe avec parfois une indexation au bout d'une année ou la deuxième année. Mais ça reste quand même plus intéressant qu'un contrat variable, je pense. Moi, j'ai un contrat chez Luminus et il y a quelques mois, on m'a téléphoné, on m'a dit d'augmenter ma facture pour ne pas avoir une surprise. Maintenant, eux font les démarches, ils téléphonent à leurs clients pour pouvoir augmenter la facture mensuelle. Voilà, pour ne pas avoir une surprise. Alors que la facture, elle est déjà augmentée. Moi, je l'ai eu. C'est-à-dire que ce qu'on a proposé à madame, c'est l'augmentation de son acompte. Voilà. On sait quand on a un contrat d'énergie, on reçoit chaque mois une facture qui est une facture d'acompte, qui en principe est calculée sur une consommation estimée en fonction du ménage. Et à la fin de l'année, une fois par an, on reçoit une facture de décompte. Où là, on relève les compteurs, on communique à son fournisseur qui va calculer en fonction du contrat, en fonction du prix. Si on doit payer, donc, si vous avez de la chance, vous serez remboursé si vous avez trop payé d'avance. Si les prix ont augmenté, vous allez devoir payer. Donc c'est pour ça que votre fournisseur vous a appelé pour vous conseiller d'augmenter. Oui, mais ils m'ont demandé quand même x2. J'ai pas pu. Mais on va y revenir parce qu'à un moment donné, vous êtes madame dans la vidéo, mais ce qui est inquiétant, c'est qu'on parle vraiment des problèmes d'un public qui est vraiment au CPS, ou un public qui est au chômage, un public qui ne travaille pas, mais aujourd'hui on entend qu'en général les citoyens, la classe moyenne même, est-il vrai que 40% de la population risque de tomber dans le seuil de la pauvreté et la classe moyenne également? Alors ça, ce sont des estimations d'économistes en fonction non pas que de l'augmentation des coûts de l'énergie, mais de l'augmentation du coût de la vie de manière générale. Ce qui fait que donc tout augmente et l'indexation des salaires, heureusement qu'on l'a, et des allocations sociales en Belgique, ne permet plus de compenser l'augmentation du coût de la vie. Donc finalement, il y a des gens qui vont clairement s'appauvrir. Mais c'est pour ça, parce qu'on essaye de comprendre. On est ici comme à la maison, c'est pas un débat comme dans une grande salle avec une nappe noire. D'ailleurs, Mohamed, si on peut très bien avoir du thé pour nous réchauffer un petit peu quand même, je te remercie. C'est gentil. Mais en tout cas, si je comprends bien, les gens qui travaillent ne sont pas vipos. Ça dépend des revenus. Ça dépend des revenus. Alors, il faut distinguer. Alors pourquoi travailler finalement? Parce que notre directeur, donc il m'entend j'imagine, on nous a demandé d'allumer les chauffages le plus tard que possible. Ça c'est pas le directeur en soi, ce sont les directives du gouvernement, de Alexandre De Croo d'ailleurs, qui définit l'abondance. On n'a jamais vraiment été dans une forme d'abondance, on n'a jamais non plus trop chauffé. Mais je voulais dire par là qu'il y a quelque chose qui n'est pas très équilibré, c'est-à-dire on pousse même les gens à aller au CPS et au chômage. Si aujourd'hui un plein temps ne nous permet pas de vivre de manière digne et de nous chauffer, pour pouvoir peut-être aussi profiter de l'aide sociale. Donc il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait... Je suis en maladie, mais j'ai pas le VIPO. Ça ne veut rien dire. Je suis seule avec mes enfants, je n'avais pas le droit au VIPO. Ça dépend ce que tu gagnes.
Ça n'a rien à voir. J'ai juste envie de dire qu'aujourd'hui, la classe moyenne qui est touchée, quelqu'un qui a un salaire, aujourd'hui, s'il y a encore là, on ne sait même pas, vous allez peut-être nous dire quand est-ce que ceci va être terminé, on parle de 3 années, de 3 hivers, de 4 hivers, mais c'est un salaire d'employé, d'ouvrier qui part à 80% pour l'énergie. Alors quelle est l'aide aussi pour les travailleurs? Mais c'est vrai que dans les chiffres, c'est assez impressionnant parce qu'en 2020, on était déjà à Bruxelles, en tout cas, à un quart des personnes qui s'estimaient en précarité énergétique. C'était des chiffres qui datent de 2020. C'est le baromètre qui a été publié par la Fondation Roi-Baudouin. Et là, maintenant, on est en 2022 avec la crise. Donc, si c'était déjà il y a un quart, il y a 2 ans, on peut s'attendre à des chiffres quand même beaucoup plus élevés cette année. Alors, il y a des petites mesures qui sont mises en place un peu par-ci, par-là, mais notamment pour les personnes qui n'ont pas droit au tarif social. Là, ils ont débloqué des primes pour les mois de novembre, décembre, janvier, février, mars. Pour les personnes qui ont un contrat de gaz et d'électricité, il y a 61 € pour l'électricité et 135 € pour le gaz, qui vont être versés aux personnes, ou en tout cas déduits des factures des personnes qui n'ont pas droit au tarif social ou les personnes qui n'ont pas signé un contrat fixe avant le 1er octobre 2021, parce que là, ces personnes-là sont protégées d'une autre façon. Mais donc ça, par exemple, c'est une aide qui va être octroyée aux personnes qui n'entrent pas dans les conditions pour bénéficier du tarif social, par exemple. Et c'est annuel, c'est pendant 5 mois, donc x5. Donc c'est 196 € en tout, donc 61 € pour l'électricité et 135 € pour le gaz, donc 196 € pour le mois de novembre, 196 € pour le mois de décembre. Les gens vont commencer à les recevoir. Et ils mettent ça en place, mais normalement, d'ici la fin de l'année, vous devriez ça devrait voir. commencer à... Si vous n'avez pas le tarif social, ce sera décompté de votre facture, je dirais, d'acompte. Ouais. Mais là, je voudrais vous dire un truc. Moi, j'ai ma sœur qui est Vipo, mais elle reçoit aussi l'aide. Alors là, je ne comprends pas. Elle reçoit l'aide. Elle reçoit les 100 €. Les 100 €, c'est pour tout le monde, c'est pas la même chose. Ici, c'est d'autres primes, parce qu'il y a eu une prime effectivement de 100 € pour tout le monde, pour toute personne qui avait un contrat d'électricité. Maintenant, les primes qui vont arriver là, donc 5 fois 196 € pour les personnes qui ont un contrat de gaz et un contrat d'électricité, c'est pour les personnes qui n'ont pas droit au tarif social. Ah, ok. Mais les autres, c'était pour tout le monde? Oui. Ah, ok. Ce qu'il faut vraiment dire aux gens, c'est que la première chose à faire, c'est de se poser la question, est-ce qu'ils ont droit au tarif social ou pas? Et donc, la première chose à faire, c'est de téléphoner à son fournisseur pour voir s'il applique le tarif social. Si applique le tarif social, il n'y a pas de souci. Si maintenant le fournisseur dit non, ça ne veut pas dire qu'on n'y a pas droit. Et donc là, on peut soit téléphoner au CPS ou prendre un rendez-vous au CPS qui pourra faire des démarches, soit téléphoner, je dirais, à d'autres structures, notamment mutuelles, qui pourront identifier si la personne, en fonction de son degré de revenu, peut bénéficier du tarif social ou pas. Et en fait, on a quand même un mécanisme où on a tenté de prémunir les plus défavorisés, les plus précarisés de la crise. Et donc, le gouvernement fédéral a étendu le filet, et donc on a ce qu'on appelle aujourd'hui un tarif social étendu, qui est étendu, par exemple, aux personnes qui sont chômeurs depuis plus d'1 an. A priori, ils n'ont pas droit au tarif social, ça a été étendu aux familles monoparentales avec un certain degré de revenu. Donc, on a vraiment étendu, et donc, aujourd'hui, on estime quand même que plus de quasi 25% de la population peut bénéficier du tarif social. Alors, ça ne se fait pas automatiquement, et donc, il faut souvent requérir et solliciter ce droit. Faire une démarche. Ouais. C'est vrai que ça a doublé les personnes qui avaient droit au tarif social, le fait d'élargir ce tarif social, et c'est vraiment la meilleure protection face à la hausse des prix, le tarif social. Donc, il faut vraiment vérifier que si on y a droit, on puisse y accéder, parce que pour l'instant, c'est la meilleure protection qui existe face à ça. Et cette hausse des prix, je sais que vous n'êtes pas monsieur, madame boule de cristal, mais c'est jusqu'à quand? C'est juste la saison hivernale? C'est la guerre en Ukraine qui devrait s'arrêter pour qu'on puisse retrouver une économie stable? On n'a pas de réponse, on est dans l'instabilité, l'inquiétude. Comme on n'a jamais eu beaucoup de réponses sur la situation du corona, de la radicalisation, en fait, on n'est jamais assez bien informé. Ça crée aussi des maladies mentales, psychologiques. Le chauffage, il doit rester à 19 degrés, mais pour le patron, c'est l'idéal parce qu'il aura plus d'employés, d'ouvriers qui sont dans la grippe. On pense aussi à diminuer, faire des économies sur 5 500 000 €, si je ne me trompe pas, corrigez-moi, sur la lumière, l'éclairage des autoroutes.
allez... Et tout le monde est touché par cette crise, hein, aussi bien les petites gens que les petits chefs d'entreprise. Hein, vous allez au stade du coin, ces factures ont parfois triplé, ce qui implique qu'ils doivent j'ai vu ça à la télé, les petits boulangers qui ferment et les autorités publiques, la commune, elle a aussi un compte auprès d'un fournisseur. Et tout ça, c'est à cause de la guerre en Ukraine. Alors c'est à cause donc il y a plusieurs facteurs, mais évidemment la guerre en Ukraine a eu un impact clairement sur l'explosion des prix ces derniers mois. En fait, souvenez-vous, on a commencé à faire d'augmentation des prix juste au déconfinement, en septembre l'année passée. C'est à ce moment-là que les prix ont commencé à tout doucement augmenter, avec une explosion à partir de début mars 2022, suite à la guerre en Ukraine. Donc moi, j'ai pas de boule de cristal, je ne sais pas, mais je pense qu'il faudrait quelques années. Les prix, il faut le dire clairement, ne reviendront jamais à ce qu'ils ont été en 2020. Jamais Je ne pense pas, non. Okay. Il faut savoir aujourd'hui, dans les débats géopolitiques et économiques, on démontre quand même que l'Europe n'est pas un producteur de gaz. Donc ici, on dit qu'il faut faire des économies, une énergie plus verte, etc. Le gaz est pas une des solutions, mais par rapport au nucléaire, et donc on ne produit pas de gaz, il faut l'importer. Et donc, vu qu'il est plus rare, il est plus cher. Et donc, c'est tous des mécanismes comme ça qui ont un impact tellement. Vous n'irez pas le chercher en Algérie, par exemple? S'il y en a, pourquoi pas? Je sais qu'il y a beaucoup d'eau, donc on a déjà des contrats aussi avec des pays du Maghreb pour plein de choses. Mais ici, le Qatar, par exemple, est un grand fournisseur de gaz aux pays européens, à la Belgique en particulier. Voilà, mais personne ne peut présager. Il faudrait s'expatrier. Il y a des jeunes. Tu es jeune, c'est bien, un jeune autour de la table. Tu penses à retourner, la vie est moins chère en Afrique, en Thaïlande, en Espagne? Parce qu'on entend vraiment qu'il y a des jeunes aujourd'hui qui veulent s'expatrier dans des pays comme la Thaïlande où avec 200 € par mois, on vivrait comme des rois. Eh bien, moi peut-être ça ne sera pas le cas. Mais je pense que face à chaque difficulté où il y aura toujours des solutions, il faut toujours savoir et exploiter les opportunités et surtout continuer à travailler pour changer les choses. Et moi, je viens de la Guinée. Quand j'étais encore étudiant, je travaillais. Et en ce moment, ce que j'ai gagné, c'est vrai, par rapport à ici, ce n'était pas grande chose, mais ça me permettait quand même non seulement de me prendre en charge, de payer une partie de mes études et aussi de me loger et d'aider certaines personnes. Et du coup, quand je suis arrivé ici aussi il y a 3 ans et demi, tout de suite, j'ai commencé aussi à faire du bénévolat dans certaines associations, notamment à Arlon, aussi à Namur. Et après, je suis venu à Bruxelles. Aussitôt, j'ai commencé aussi à mettre quelques démarches en place. Et puis, j'ai eu une offre d'emploi. Et puis, j'ai été employé chez la Porte Verte. Et là, on essaie aussi d'aider, de venir en aide aux personnes qui n'arrivent pas à couvrir tout le mois par rapport à la nourriture. Et du coup, on les octroie un peu de colis. Ils sont reçus d'abord au service social qui analyse chaque situation et puis qui nous amène des personnes. Et à notre niveau aussi, on essaie de faire des colis et distribuer. Donc, je pense que c'est à nous tous d'essayer de changer, de faire des efforts. Déjà, tout le monde essaie de baisser le chauffage et ça déjà c'est des efforts. Mais ça ne sert à rien de baisser le chauffage si finalement... Ça va quand même augmenter. Oui, ça va quand même augmenter, mais si, moi aussi, par exemple, on consommait par exemple 10 kWh, si on revient à 5 et le prix a doublé, on revient à la même chose. Donc là, mais si ça a triplé, on a diminué de moitié le chauffage, peut-être que ça sera augmenté, mais pas autant que si on consommait comme avant. Donc là, ce qu'il faut essayer de comprendre, c'est comment on pourrait vivre avec peu, sans exagérer, mais sans surtout aussi se priver, parce que on ne peut pas éteindre le chauffage aussi pour tomber malade. Et là, je pense que c'est un travail collectif qu'il faut faire. Et c'est vrai que c'est difficile, mais
on va y arriver. Mais s'il faut faire un choix entre payer vos études, les soins de santé, loisirs, cinéma, sport, Voilà, on peut ou vos études, vous choisirez quoi? Quelle est votre priorité? Avoir froid et quand même avoir le frigo plein que de pouvoir aller me soigner chez le médecin, ne pas aller... Je pense que les choses que tu viens de citer sont tous indispensables. Du coup, il faut réduire un peu partout pour ne pas tomber malade, parce que si on est malade, on ne peut plus rien faire. Et on a faim aussi, on ne pourrait pas aller travailler, on ne pourrait pas aller étudier. Et si on n'étudie pas aussi, on ne pourrait pas, dans l'avenir, trouver des solutions pour s'en sortir. Donc, je pense qu'il faut un peu diminuer partout pour ne pas tomber dans une crise profonde. Quand vous dites que c'est un travail collectif à faire, comment est-ce que vous l'envisagez alors, un travail collectif? Un travail collectif, l'envisager, mais je peux donner mon idée. À ce niveau, il y a l'État, ce qu'il peut prendre, il peut mettre ça déjà en place. Et aussi les citoyens aussi peuvent, par exemple, comme c'est déjà recommandé, les gens le font, essayer de baisser le chauffage, ne pas toujours laisser les écrans allumés alors qu'il n'y a personne qui regarde. Voilà, donc ça c'est chacun à son niveau, faire un petit effort et puis... Je conseillerais quand même aux gens de chauffer parce que à Molenbeek, on a quand même une mauvaise qualité du bâti, donc beaucoup d'humidité. Et si on ne chauffe pas, ça va être plus catastrophique. Et donc ça va faire exploser les maladies pulmonaires, surtout chez les enfants. Et donc voilà, alors je sais que c'est dur parfois à entendre parce que les gens disent ça va exploser, mais ne pas chauffer son logement a toujours des conséquences qui sont beaucoup plus rapides. Voilà, donc c'est assez cynique. Il ne faudrait pas justement penser à mieux isoler tout à fait, c'est certain. Le bâti à Molenbeek est très vieux. Alors on peut le faire dans les logements publics, mais dans les logements privés, tous les propriétaires, c'est pas des mafieux Molenbeek, c'est des petits propriétaires qui n'ont pas les moyens non plus d'investir. Il y aurait des primes, des bourses, les panneaux voltaïques par exemple. Oui, donc la région octroie donc des aides à la rénovation, donc voilà, la commune peut aussi aider, conseiller, accompagner dans toutes ces démarches, mais ça prend du temps, il faut des moyens, il faut toujours un investissement de départ. Et donc voilà, donc ça prend clairement du temps. Et quelle est votre opinion sur les panneaux voltaïques justement? Sur les panneaux voltaïques, on travaille peu avec ça nous ici à Bruxelles parce qu'il y en a peu, en tout cas dans les logements, dans les personnes qu'on suit, c'est beaucoup de locataires. Il y a presque, je pense, 40% de personnes qui sont locataires ici à Bruxelles. Et donc, c'est plutôt quelque chose que les propriétaires vont installer. Il y a aussi toutes les communautés d'énergie qui se mettent en place, où il y a des projets pour les bâtiments de logements sociaux de placer des panneaux photovoltaïques sur les toits pour que les occupants puissent se partager l'énergie qui est produite via ces panneaux solaires, mais c'est tout nouveau. Il faut que ça se mette en place. Ça se met en place. Ouais. C'est avantageux parce que il y a aussi des... Oui, c'est avantageux. Et puis des controverses à ce sujet. Mais pour l'énergie solaire en tant que telle, moi je ne sais pas très bien, mais en tout cas de les placer sur les bâtiments des logements sociaux, c'est un projet de cohésion sociale, c'est de l'énergie renouvelable, c'est une façon de faire baisser les coûts de l'énergie aussi. Et du coup, oui, il y a des avantages à ça. Il faut bien les utiliser. Donc il y a des logements passifs à Molenbeek et parfois on se rend compte que les gens ont une mauvaise utilisation de tous ces outils économiseurs d'énergie, notamment les panneaux, puisque vous avez des panneaux, il faut utiliser votre machine à laver par exemple, la vaisselle, au moment où il y a du soleil. Si vous le faites la nuit, vous allez continuer à payer l'électricité, parce qu'aujourd'hui on n'arrive pas à stocker la production d'énergie solaire, et donc on la remet sur le réseau. Donc il faut bien, moi j'ai déjà vu des projets de logements sociaux passifs où finalement les gens n'avaient pas une diminution de leur facture parce qu'ils utilisaient mal, parce qu'on ne leur avait pas expliqué comment le faire. Donc une chose c'est d'investir, une autre chose c'est d'avoir de la pédagogie pour pouvoir bien utiliser tous ces outils. Alors où il faudrait aller s'informer au mieux?
Souvent, vous dites, bon, Molenbeek, l'habitat est vraiment dégradant au niveau de la chaleur, de l'isolation, etc. Mais de l'autre côté, nous avons aussi une population vulnérable, analphabète, nous ne connaissons pas plus, tous les sites, tous n'ayant pas les connaissances adaptées à leurs propres connaissances. Donc il y a un problème là. Comment est-ce qu'on peut... Ici, moi, j'ai un peu prêché pour ma paroisse. Au CPS, nous avons une cellule de prévention énergétique qui peut se rendre chez la personne pour faire une sorte d'audit, une analyse un petit peu de son logement par rapport à l'énergie. Et ensuite, lui donner des conseils pour moins consommer, ou en tout cas pour avoir une facture qui ne va pas exploser. Alors, c'est pas tout le temps des grosses dépenses. Parfois, il faut mettre des joints aux fenêtres, ou mettre des boudins de porte. Parfois, ça peut déjà améliorer la qualité du logement. Donc, les gens ne doivent pas hésiter à prendre contact avec notre cellule d'énergie. Elle se trouve où, votre église? Alors, elle se trouve, ici en tout cas, le guichet, la supplémentation se retrouve rue de l'Indépendance, numéro 56. Donc rue de l'Indépendance, numéro 56. Donc, je peux vous donner le numéro de téléphone. Oui, je vous en prie. 02 412 47 86. Donc 02 412 47 86. C'est une permanence quotidienne. Et donc, on peut prendre rendez-vous, on peut demander des conseils. On peut aussi orienter s'il y a des problèmes de paiement de facture. Donc voilà, donc c'est un service public ouvert à tous les Molenbeekois. Non pas travailleurs, non travailleurs. Tout à fait. Donc, il ne faut pas forcément bénéficier d'une aide du CPS, c'est ouvert à tous les Molenbeekois. Et c'est payant? Non, c'est gratuit. C'est gratuit. N'offre que des services gratuits. Il y a beaucoup de CPS qui mettent ça en place, je pense, chacun sur leur commune, de plus en plus en tout cas. C'est magnifique. De prévention au niveau de l'énergie, en tout cas. Quelque chose de positif. Oui, c'est pas tout. Donc le CPS a aussi mis en place récemment un guichet énergie. En fait, notre analyse, c'est que les personnes qui bénéficient du tarif social, pour l'instant, c'est pas encore la grande catastrophe. Donc les tarifs sociaux ont augmenté, mais on n'est pas encore avec des décomptes qui sont exagérés. En fait, c'est la crise, c'est pas la guerre. Là, c'est pas encore la grande crise. Elle va arriver en 2023. Elle va arriver. Je pense que ce sera plus. Vous étiez en train de dire quelque chose de positif et puis d'un coup, boum. Ce que je veux dire, c'est qu'on a créé un guichet énergie pour des publics qui ne bénéficient pas du tarif social et qui, eux, par exemple, ont un contrat variable et ont vu clairement leur acompte augmenter et voire exploser. Donc des gens qui payaient 200 € qui en payent 600. Et donc ces gens peuvent s'adresser à notre guichet énergie au CPS. Où il y aurait une analyse sociale, une enquête sociale qui pourra déboucher sur une aide. Soit une aide ponctuelle, soit une aide structurelle. On pourra payer tous les mois leur facture d'énergie. Et donc ça, on a vraiment mis en place, grâce à des moyens financiers du fédéral, pour aider des publics qu'on n'estimait pas être précarisés, mais qui aujourd'hui on voit qu'ils sont touchés de plein fouet par la crise. Et donc la qualité de vie, elle est en chute libre à cause de l'augmentation des prix. Donc le service, il est là, il est vrai, il est réel. Il ne faut pas hésiter à se... Ça a l'air confiant en tout cas. Vous savez que pendant la période de Corona, les services étaient un petit peu vraiment dégradants. Maintenant, vous nous redonnez de la confiance. Alors, ce qu'on peut même faire, et donc c'est un système un peu plus pernicieux qu'il faut expliquer, c'est qu'à Bruxelles, on a une législation tout à fait particulière qui est assez récente qui permet d'octroyer aux personnes un statut particulier. On appelle ça le statut de client protégé. Donc si maintenant madame parlait, oui, moi mon fournisseur m'a appelé pour me conseiller de doubler mon acompte. Vous ne devez pas forcément le faire. Donc ce n'est pas une obligation. Si c'est relativement trop, à mon avis, je ne vous conseille pas de le faire. Par contre, si votre décompte est trop important, il y a un mécanisme de protection si vous n'arrivez pas à le payer. Et donc, si vous n'arrivez pas à le payer, vous pouvez venir au CPS. On va vous permettre de vous faire octroyer, qu'on vous octroie le tarif social. Ça signifie que votre contrat et la dette que vous avez avec votre fournisseur va être suspendue. Vous allez payer moins cher le temps que vous remboursiez votre dette auprès du fournisseur. Et cette dette, elle peut être échelonnée sur un an, par exemple. Et donc, là, c'est une petite technique parce que moi, je rencontre beaucoup de gens qui mettent un point d'honneur à payer leur facture d'énergie. Alors, ils se privent pour les vacances, pour les loisirs, pour les activités des enfants, pour tous les petits plus, pour même se manger, parce qu'ils veulent continuer à payer leur facture d'énergie parce qu'ils ne veulent pas s'endetter. Donc, il y a des solutions aussi, si vraiment, à un moment donné, la dette est inévitable, pour octroyer un statut protégé. Mais en dehors de Olivier, en dehors des factures électricité, gaz, énergie, est-ce qu'il y a justement, on parle des enfants. Il est où Jalil? Jalil, viens une fois à côté de moi.
Maman, elle te dit maintenant, habille-toi plus chaudement à la maison parce qu'il va faire froid. Tu sens que c'est la crise? Non? Tu vas en t-shirt à la maison? Tu manges encore ton Nutella, tu n'es privé de rien? Tu vas au cinéma? Non. Ah. Est-ce que justement, il n'y aurait pas des bons aussi pour loisirs pour les enfants? Est-ce qu'il Oui, y a... tout à fait. Ah ben voilà. Tout à fait. Donc, mais on va tous aller à votre église, hein, c'est magnifique. c'est-à-dire le CPS, c'est là pour Le ça. CPS. Donc, voilà. Alors il y a beaucoup de monde qui s'adresse au CPS. Pour aller au cinéma, les enfants peuvent aller au Tout à fait. cinéma. On peut octroyer des bons pour des activités socioculturelles. Hein, donc il y a beaucoup de personnes qui puissent. Tu savais ça? Qui peuvent en bénéficier. Alors évidemment, il y a des conditions. Le sport également. Le sport aussi, on paye des abonnements pour que certains jeunes puissent faire du football. Voilà, donc oui, mais toutes les activités extrascolaires peuvent être. Mais je suis désolée, mais à chaque fois, oui, c'est vrai, c'est peut-être possible, mais on refuse parce que ça va pas, vous êtes au-delà. Donc c'est pas une garantie. Je suis désolée, je suis passée par là, j'ai fait beaucoup de demandes, on m'a toujours tout refusé. Donc on ne doit pas mentir au peuple et dire que le CPS va faire ça. Alors, ça, c'est pas vrai. Il y a une enquête sociale. Non, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit que monsieur mentait. Alors effectivement, madame a raison. C'est-à-dire qu'on va tout le temps analyser. Que vous mentez? Non. On analyse, je veux dire, il ne doit pas promettre des trucs qui vont... Tu vas y aller et tu vas vraiment croire qu'on va te payer, alors qu'on va regarder ton dossier, on va dire « Ah non, madame, ça n'a pas été accepté ». Ils vont dire que vous êtes riche. Voilà. On va passer à la deuxième vidéo, on revient là-dessus. C'est ça que moi... On va revenir. Ben, on est là pour discuter de tout le ça. CPS, j'ai été plusieurs fois. Ok. On m'a toujours refusé. Oh là là. On va lancer la deuxième vidéo. hier Et derrière, vous voyez visit we de Porte Verte in Nederlands. De groene... De Groene Poort. Ah ja, de Groene Poort. Dus dezelfde. Ok. Après la crise du corona, nous voici avec la crise économique qui est la santé de notre portefeuille. Nous sommes ici, si je comprends bien, à la Porte Verte, mais que faites-vous exactement? Si vous pouvez l'expliquer, ce serait bien gentil. Donc c'est un centre qui existe depuis une vingtaine d'années maintenant et on distribue tous les jours une bonne dizaine de colis alimentaires. Donc ces colis alimentaires sont donc tous des aliments de base, donc le riz, des pâtes, du lait. Et à cela, on ajoute aussi tous des produits frais qu'on reçoit quotidiennement. Et donc ces colis sont destinés à des familles ou alors à des personnes isolées qui habitent la commune de Molenbeek-Saint-Jean. Cela dit, est-ce que la classe moyenne vient aussi? Est-ce qu'il y a des gens qui sont on peut s'inquiéter, nous les travailleurs, qu'un jour on aura des fins de mois très compliquées avec la hausse des prix des énergies et vous pourriez me rencontrer à prendre un colis alimentaire sans avoir honte, bien évidemment. Oui, tout à fait. En fait, c'est vrai que l'aide alimentaire, ça peut arriver à n'importe qui. On peut tous passer par des situations difficiles à un certain moment de notre vie. J'ai l'impression que les personnes ne sont pas encore touchées directement. On est à l'automne, il ne fait pas encore trop froid. Mais par contre, on sent que le milieu du travail est impacté. Donc les boulangers, les bouchers, on entend des boulangeries qui se ferment parce qu'ils se disent mais c'est pas possible de produire à perdre. Et ça, on sent que ça va se répercuter dans ces prochains mois. Mais j'ai envie de dire que la crise énergétique ne touche pas encore les particuliers, excepté évidemment les frais d'électricité et de chauffage, mais qui n'est pas encore... on ne sent pas encore... Mais on le sent venir, mais ils ne sont pas encore impactés directement pour le moment. Quelles sont, dites aux personnes qui vont nous entendre, quelles sont les procédures? D'accord. En fait, c'est tout simple. Il faut venir la première fois ici. Donc, il y a tous les jours, entre 9h et midi et de 13h à 16h, une permanence sociale. Donc, il y a des assistants sociaux qui accueillent les personnes. Donc, il faut juste passer la porte avec des documents, le plus de documents possible, fiche de paye, son statut, sa situation financière. Et
et les assistants sociaux vont enregistrer les personnes et voilà, en fonction de la situation, va essayer de gérer. Mais c'est sûr qu'il y a l'aide alimentaire, mais il y a l'aide sociale aussi. Donc voilà, si les personnes sont en recherche d'un logement ou ne comprennent pas un courrier, ils vont être là aussi pour les aider. Donc voilà, on essaie d'aider dans tous les domaines possibles. Tierno, c'est là que tu travailles à la Porte Verte. Oui. Tu te sens utile à la société? Oui, je me sens utile. Ok. Oui, parce que c'est vrai que nous, on ne décide pas qui doit prendre le colis. À notre niveau, il y a un service qui s'occupe de ça pour faire des enquêtes sociales et savoir la situation particulière de chaque demandeur. Mais nous, à notre niveau, on essaye de faire le maximum pour que les personnes qui viennent prendre et qu'ils prennent des produits, d'abord des produits de base qui viennent de l'Union européenne, on ne peut rien y changer. Là, d'office, et tout le monde reçoit ça. Mais en plus de ça, on a des produits frais, des légumes, des fois des yaourts, et ceux qui prennent la viande aussi. Et là, on essaie de varier un peu les produits pour que les personnes qui prennent puissent avoir non seulement des produits de qualité, mais aussi un peu de quantité. Et je me sens utile parce que il y a des gens qui viennent aussi qui expliquent leur situation, qui n'ont pas spécialement droit au colis, mais il y a des produits qui peuvent, des fois on reçoit beaucoup et des fois c'est pas le cas. Et si on a beaucoup de produits, on essaie quand même de les donner, malgré qu'ils n'ont pas droit, ils ne remplissent pas les conditions requises. De ce fait, je peux dire que je me sens utile parce que à chaque fois, ou beaucoup de fois que je donne des colis aux gens, je sens un peu de satisfaction en eux. Et ça me rend heureux. Je pense que j'ai contribué à aider les gens et à les soutenir dans leur situation. Ils ont honte, les gens, quand ils viennent chez vous? Ils sont gênés? Peut-être oui. Certaines personnes, on comprend qu'ils prennent malgré eux. Et ce n'est pas vraiment une volonté de continuer à prendre, mais ils viennent parce qu'ils n'ont pas le choix. Ça, je sens chez certaines personnes qui viennent de venir demander. Et tout le monde vient demander, toute origine, toute nationalité. C'est intergénérationnel. Il y a des enfants qui viennent demander, il y a des familles comme ça. Les enfants, non. Il y a les parents qui viennent accompagner de leurs enfants, mais pas spécialement des enfants, c'est des familles, les personnes isolées. Voilà, c'est tout le monde qui vient là-bas. De plus en plus, vous le voyez, ça augmente toutes les semaines, tous les mois? Moi, j'ai commencé à travailler là-bas il y a une année et c'était du Covid, il y avait beaucoup de demandes. On est allé jusqu'à 16 voire 18 par jour. Et après, le Covid s'est un peu calmé. Du coup, il y a eu un peu de baisse au niveau du nombre de colis. On est arrivé jusqu'à une dizaine. Mais maintenant, depuis le début du mois, on sent un peu que ça recommence de partir à la hausse. Parce que la semaine passée, cette semaine, on a donné quand même 13, 14. Donc là, on sent que ça augmente un peu. Et surtout, c'est vrai que le nombre de colis, ça n'augmente pas beaucoup, mais il y a d'autres qui viennent demander, et alors qu'ils n'ont pas droit au colis. Là, on en reçoit beaucoup, de plus en plus. Et de personnes qui n'ont pas le droit au colis. N'ont pas le droit au colis. Qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là? Vous les donnez quand même?
Bon, dans ce cas... Attention, c'est enregistré, hein. Oui, bon, on ne peut pas les donner le colis s'ils n'ont pas le droit. Non. Mais souvent, on reçoit beaucoup de produits. Du coup, il faut les donner dans la semaine, sinon les jeter. Donc, on préfère vous les donnez quand même. les donner. Ce qui est très intelligent. Les jeter. Donc, d'abord, la priorité à ceux qui ont droit et rendez-vous avec nous, et on les donne. Et s'il y a des restes de produits frais qui n'ont pas été distribués, on les donne quand même à ceux qui n'ont pas droit. J'ai une petite question parce que c'est une réflexion. Je comprends qu'il faut faire une enquête sociale quand il y a une demande. En même temps, il peut y avoir des urgences des gens qui ont besoin d'un pain le soir. Alors, j'ai l'impression que le seuil est assez haut pour les gens de remplir tous les formulaires, ce qu'il faut pour avoir le droit. Et si je comprends bien, vous êtes une ASBL, donc quelque part privée quand même. Donc, est-ce qu'on ne peut pas diminuer un peu le seuil, avoir confiance aux gens qui ont besoin et d'aider là où il faut aider, laisser aussi un certain choix aux gens aussi dans ces colis. Moi, je pense qu'on doit évoluer dans ce système. Et vraiment, comme vous avez parlé du collectif, on doit réfléchir ensemble comment on peut rendre tout ça plus accessible. Je m'excuse, mais j'ai fait la demande et pour pouvoir avoir droit au colis alimentaire, il faut avoir 7,50 € par jour pour vivre. Sinon, vous n'avez pas le droit. Moi, j'ai fait toutes les démarches. Comment calculer ça? Ah oui, 7,50 € par jour. À ce moment-là, on vous donne droit au colis alimentaire. Sinon, non. Voilà, c'est comme ça. Mais une réaction par rapport à ce que Madame a dit? Voilà. Oui. Qui peut réagir? Oui, bon, j'entends bien. Bon, il faut aider tout le monde. Bon, c'est mon souhait aussi, mais bon, je ne suis pas ni le décideur. Non, lui, il travaille, il arrête. Parce qu'il fait les enquêtes, donc ils ont fixé des règles qu'ils j'essaie de respecter. Mais quand même, s'il y a une personne qui se présente, j'ai rien à manger ce soir, et essayez de voir ce que vous pouvez. On essaie quand même de voir ce qu'on peut lui donner. Bon, s'il y a des produits qui restent, évidemment, on donne. On reçoit beaucoup de cas comme ça qui ne viennent pas demander spécialement le colis, mais le jour, ils veulent juste ce qu'il faut ce jour pour dépanner. Donc là, ça arrive tout le temps, donc et on essaie de gérer comme ça. Moi, ce que je ressens, c'est peut-être pas par rapport à la nourriture, mais il m'est arrivé aussi de faire une demande auprès du CPS, parce que je suis toute seule avec un petit garçon, il me donne un appareil dentaire. Mais toutes les démarches administratives, les documents qu'il fallait présenter jusqu'à les virements bancaires sur 3 mois, je trouve qu'il y a une intrusion de la vie privée. Moi, personnellement, je ne verrais jamais demander ce type d'aide si j'avais le moyen, en sachant que je prendrais le moyen de quelqu'un qui a réellement besoin de cette aide. Vous comprenez? Donc, pour ma part, j'ai été découragée, j'ai demandé à emprunter autour de moi. C'est toute la série de papiers, puis c'est pas complet. À ce point-là, donc, tu as annulé. Oui, non, j'ai annulé. C'est énorme. Alors, te connaissant, tu es quelqu'un qui, quand même, n'est pas analphabète. J'ai envoyé un courrier en disant, vous savez, laissez tomber. Surtout quand on m'a demandé 3 mois des virements bancaires. Donc, tu préfères encore t'endetter autour de ton entourage que de remplir un document et d'avoir. Et c'était avantageux, c'était un dossier. Et c'était avantageux quand même, les soins dentaires, une fois que les formulaires étaient remplis. En fait, je veux dire que c'est pas très. On n'a pas précisé si on allait me donner ou si j'allais devoir. Ah, donc ça c'est encore. Et donc à chaque fois, comme il y a la fameuse réunion tous les 28 jours, c'est ça, quelque chose. Donc le dossier repasse. On a 30 jours pour analyser une demande, mais les décisions se prennent de semaine en semaine. On peut pas faciliter ça un peu. Alors, ici, je ne connais pas votre dossier, mais ce n'est pas forcément normal qu'on demande les extraits de compte pendant les 3 derniers mois. Donc le CPS a accès à toute une série de
de données pour analyser votre statut. Et donc, a priori, si vous travaillez, il peut vous demander une fiche de paye. Si vous utilisez une allocation de chômage, on pourra le vérifier. Il ne faut pas forcément aller de manière intrusive. Alors, quand on a une suspicion, on peut aller un peu plus loin. Et donc, a priori, votre dossier, madame, vous auriez pu, en tout cas, on aurait dû se limiter à, à vos revenus et analyser vos revenus et le besoin pour lequel vous sollicitez le CPS, c'est-à-dire un appareil ou de l'orthodontie pour votre enfant. Donc, encore une fois, je ne connais pas le dossier, je ne sais pas ce qui aurait été décidé, mais en tout cas, effectivement, il y a des contraintes. Parce que le CPS doit justifier pourquoi il donne de l'argent. Et donc, a priori, s'il n'y a plus de contrôle, tout le monde viendra. Et donc, a priori... Mais là, ce n'est pas une question de contrôle, c'est une question de facilité un peu. Donc, pour que madame qui est... Le contrôle applique des contraintes et rend les choses un peu plus compliquées, effectivement. Et on ne peut pas changer ça pour faciliter on peut tenter de simplifier, mais il y a un seuil en dessous duquel on ne peut pas... Moi, je vais répondre à cette question parce qu'il y a des gens qui sont venus profiter du CPAS. C'est à cause de ces gens-là que nous, on paye. C'est tout. Je suis désolée. Parce qu'il y a beaucoup de gens, moi, je ne cite pas de nom, je connais des gens, je ne comprends même pas. Ils travaillent, une voiture, une maison, colis alimentaire. Vous m'expliquez. Et quand je dis ça à mon assistante sociale, la seule réponse qu'elle me dit, oui, mais il manque. Mais alors, ce que vous ne faites pas bien, vous verrez. Mais non, je comprends peut-être qu'avec l'augmentation des factures, tu peux avoir une maison et tu peux Il faut distinguer par rapport à ce que Tierno expliquait. Donc, la porte verte, c'est vraiment une ASBL super qui aide les gens et qui a besoin de quelques garanties, notamment au niveau du revenu. Le CPS a le même dispositif, mais on agit un peu de manière différente. Et donc, imaginez quelqu'un qui a une maison, qui perd son emploi, qui ne sait plus payer son crédit, qui ne sait plus payer sa voiture, qui ne sait plus payer les factures d'énergie, il va être endetté. Donc, il peut venir au CPS, on ne va pas lui octroyer de revenu d'intégration, on va l'aider à faire des plans de paiement par rapport à ses créanciers. C'est ce qu'on appelle la médiation de dette. Et dans ce cadre-là, on peut dire, monsieur ou madame, on vous octroie l'aide alimentaire, donc vous pouvez chercher l'école alimentaire pendant 1 an, comme ça c'est de l'argent que vous pouvez utiliser pour manger, et vous pouvez continuer à payer vos créanciers. Donc même une personne qui a une propriété ou une voiture. Tout à fait, c'est pas interdit. Il y a 25 ans, il était interdit d'avoir le CP, c'était le propriétaire, vous demandez de vente, mais non tout ça, ça a changé, tout ça. Tout ça, c'est technique. Mais vous dites que des bonnes nouvelles, mais de l'autre côté, j'entends aussi que ces dames-là sont dans Je vais des vous donner un petit exemple, monsieur. On ne va pas aller loin. Moi, j'ai perdu mon mari en 2016. Après, j'ai eu un enfant de 17 ans qui a eu un cancer. Donc, vous savez, et après, je vais au CPAS parce que j'ai des chimios. Des dettes. On n'a rien fait pour moi, monsieur. Donc, il y a quelque chose qui n'est pas logique. Peut-être que justement, je pense que tu es dans la vidéo prochaine, et puis on va revenir là-dessus. Mais ce serait bien que j'analyse votre dossier avec vous. Vous venez ici à la porte verte, j'imagine, pour le colis alimentaire, ou vous venez pour autre chose? Non, je viens pour les restants parce que je n'ai pas le droit au colis alimentaire. On m'a refusé. En fait, pour les restes? Les restes, tout ce que les gens ne prennent pas, donc je peux venir me servir, c'est gratuit, quoi. Et pourquoi vous n'avez pas de droit? Si vous venez chercher des restes, ça témoigne bien que vous êtes dans le besoin. Oui, mais je suis veuve, j'ai 2 enfants, j'ai un enfant qui est malade, il est en rémission d'un cancer, mais vu que je touche un peu plus haut, je n'ai pas le droit, parce que je suis en maladie. Voilà, je suis veuve avec mes 2 enfants, donc je m'en sors pas. Le 15 du mois, moi, j'ai plus rien. J'ai des dettes, voilà, et je viens me servir ici, quoi. J'ai pas choisi, moi, cette vie, hein. Ça, voilà, c'est ma vie. Je l'ai pas choisie, hein. Moi, j'aurais bien voulu encore avoir mon mari qui travaillait dans le bâtiment. J'avais une belle situation. Mais c'est la vie qui a voulu autrement. Moi, je ne choisis pas. Hein. Un peu au-dessus, ça veut dire? Une histoire de 100 €. 100 € en plus d'un certain barème, vous n'avez pas droit à un colis alimentaire. Ah oui, d'accord. Droit à une carte médicale pour mon fils, parce que mon fils est malade, d'une maladie assez délicate. Il a un cancer, donc voilà, c'est tout ce qu'on m'a accordé. Donc j'entends que vous êtes veuve, que vous êtes seule, que vous avez un enfant qui a le cancer, l'échafaud, et que vous n'avez pas... c'est du lourd quand même. Il y a une sorte... Vous le sentez comme une forme d'injustice? Oui, bien sûr. Ça m'arrive, par exemple, de ne pas prendre mes médicaments. J'ai du cholestérol, j'ai de la tension. Il y a un certain moment, tellement que j'étais dans la misère et que je devais payer mes dettes, que j'ai laissé tomber. J'ai failli tomber dans les pommes parce que j'avais délaissé mes médicaments.
alors que je ne peux pas délaisser mes médicaments. Si vous devez choisir entre vous soigner, l'enseignement, les besoins alimentaires pour vos enfants, vous choisirez quoi? L'enseignement de mes enfants. On vit dans un monde, je ferai tout pour eux. Ma fille est à l'université, je leur dis battez-vous. On vit dans un monde où... Ça se passe bien? Oui. Ça se passe bien? Ça va, de ce côté-là, ça va. Je me sacrifie pour eux. Vous savez ce que c'est les adolescents. Ça veut ça, ça veut des vêtements, ça veut ça. Ils comprennent pas, eux, notre situation à nous. Hein. Nous, ils comprennent pas. Et, oui, il faut. Et ils ont toujours besoin. L'école est chère, tout est cher. C'est un djihad. Moi, j'ai l'impression que je suis arrivée à un stade où je survis. Parce que vivre, c'est quoi? C'est sortir. Je peux même pas aller au cinéma avec mes enfants. Je peux rien faire. Je peux même pas aller au restaurant. Je suis tout le temps à la maison. Où vous trouvez la force? Mais je suis obligée. Tu crois que je suis pas fatiguée? Tu crois que il y a pas des moments où je m'enferme dans ma chambre, pas devant mes enfants, et que je me bats à pleurer? Mais si. Mon mari me manque, ma vie me manque. Tout me manque. Mais j'ai pas le choix. Si vous voulez, je reviens un peu à la banque alimentaire. Ici, au Cassonade, nous sommes une ASBL aussi. Alors tout le monde peut venir manger ici et contribuer selon ce qu'il veut. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas évoluer vers un système aussi à la banque alimentaire? Ici, on ne demande pas des papiers aux gens, on ne demande pas combien est-ce que vous gagnez, qu'est-ce qui vous reste sur votre compte. Tout le monde est la bienvenue pour un repas. Alors je pense qu'on doit évoluer dans tous ces domaines pour pouvoir donner le minimum à un être humain. Donc plus de restaurants solidaires. Même banque alimentaire solidaire, pas sur base de papier où tu dois te montrer tous les revenus. Il faut changer, il faut évoluer. Qui peut faire changer ça? L'État. Alors, je pense que c'est souvent l'initiative de personnes engagées, souvent qui créent une association. Et là, je pense que les autorités publiques doivent quand même être un peu plus concernées pour soutenir financièrement des structures. Parce qu'évidemment, si les gens donnent ce qu'ils veulent bien donner, ou ce qu'ils peuvent donner plutôt, c'est pas pour ça qu'on va payer l'électricité ou qu'on va rémunérer le cuisinier. Donc voilà, je pense que c'est des structures qui ont besoin d'être réellement aidées. Et qu'aujourd'hui, les subsides doivent sans doute être réorientés vers des besoins de première nécessité, l'alimentation, l'énergie, l'école, plutôt que sur d'autres choses. On est vraiment dans une situation de crise, donc il faut revenir à des fondamentaux. C'est ce que Madame dit, moi je compatis, c'est vraiment... Mais vous compatisez justement, on veut revenir là-dessus. Donc Madame, imaginez, elle est dans votre bureau, vous êtes le directeur du CPS, bon, ça ne veut pas dire que vous êtes non plus... que vous pouvez, allez, vous allez faire du favoritisme ou quoi que ce soit, mais elle est dans votre bureau et elle vous témoigne tout ce qu'elle vient de témoigner ici publiquement. Et cette dame, je suis persuadée que c'est le miroir de tant et de tant et de tant et de tant de gens. Que faites-vous dans ces cas-là? D'ailleurs, d'abord, la première chose, je pense que je vais écouter Madame. La deuxième chose, c'est que je vais analyser sa situation avec beaucoup d'attention pour voir si le CPS peut l'aider. Alors après, le CPS, ce sont des mandataires politiques qui décident, qui octroient les aides. Ici, l'administration, les assistants sociaux ne font que proposer. Si le CPS ne peut pas aider, ça ne veut pas dire que le travail s'arrête. On peut orienter la personne. Et donc, Madame disait qu'elle avait son fils bénéficiait d'une carte médicale. J'entends dans la vidéo que vous avez aussi des problèmes de santé. N'hésitez pas à revenir au CPS. Je pense que vous êtes dans une situation où vous pourriez bénéficier d'une carte médicale également. Voilà, donc par rapport je dirais, à vos enfants qui sont à l'université, dont votre fille notamment, il y a des aides qui sont possibles. Si elle doit acheter un PC, par exemple, pour pouvoir réaliser ses études. On a refusé. On a refusé. Oui. Écoutez, je pense moi, je ne comprends pas, on ne va pas faire le débat ici. Moi, je propose qu'on se rencontre, qu'on analyse la fond en comble votre dossier et qu'on voit comment on peut vous aider. Elle peut venir vous trouver dans votre bureau. On va prendre les contacts. Ok, je propose que peut-être après l'émission, que vous échangez vos contacts et vous nous tenez au courant aussi du suivi, en espérant que ça puisse s'arranger pour vous et pour tant d'autres personnes. C'est à vos factures d'énergie, on pourra vous aider. C'est gentil. Marie, vous n'avez pas dit grand-chose. Avec tout ce que vous avez entendu aujourd'hui, donc vous êtes plus spécialisée sur les factures énergétiques. Plutôt, oui. Quel conseil vous donnez aux gens? On termine cette émission avec des bonnes notes.
Ce qui a déjà été dit, l'importance du tarif social et de mobiliser les leviers qui sont actuellement possibles et de se renseigner surtout, c'est ça aussi qui est important parce qu'il y a un phénomène de non-recours aux droits, comme on le disait, les gens qui se découragent, les gens qui n'activent pas leurs droits, soit parce qu'ils n'en ont pas connaissance, soit parce que c'est trop compliqué. Et c'est vrai qu'il faut vraiment se renseigner, faire passer les infos. En plus là, il y en a beaucoup, il y a beaucoup de choses qui changent, il y a beaucoup de mesures qui sont prises, qui sont mises en place. On n'est pas toujours au courant de tout. Il faut vraiment aller un peu à la pêche à l'info. Et c'est vrai que les acteurs de première ligne, comme les CPS ou les ASBL, la Porte Verte, j'imagine, font ce travail de renseigner les personnes sur leurs droits. Et c'est très important pour éviter ce phénomène où les gens n'activent pas ce à quoi ils ont droit. Et c'est comme ça qu'on va essayer de... J'ai pour le monsieur. La dame, il a dit qu'il a été au votre bureau. Oui, j'ai été. Ils ont refusé. Et vous là-dessus. C'est-à-dire, moi, c'est pas moi qui ai traité le dossier de madame, Là, je ne connais pas du tout. Donc ici, moi, je vais voir madame, je vais prendre un ou une assistante sociale et on va reprendre le dossier depuis le début. Okay. Et on va voir... alors, si madame a une pension, parce que... Non, j'ai pas de pension, parce que mon mari, il est décédé très jeune, il avait 5 ans. J'ai eu le droit à 1 an et j'avais 300 € par mois. Et à la fin, on m'a dit, vous choisissez votre maladie. Bien sûr que je vais choisir ma maladie. C'est une allocation de mutuelle alors. Oui. Voilà, la mutuelle. Mais je ne vais pas prendre 300 € parce que mon mari est mort jeune. Il n'avait que 51 ans. Et il avait travaillé 10 ans dans le bâtiment déclaré et il avait travaillé 3 ans en tant qu'indépendant. C'est tout ce que j'avais le droit en 1 an. C'est pas grand-chose. Pas grand-chose. On m'a donné ça pendant 1 an en plus de ma maladie. Mais après, on me l'a enlevé, c'est fini. Vous choisissez l'un ou l'autre. Mais c'est normal que je vais garder ma maladie. Je ne peux pas vivre avec 300 €. On est d'accord. Voilà. Je vous prends vos coordonnées, on se voit la semaine prochaine ou dans les plus brefs délais et on reprend votre dossier depuis zéro. Moustapha, des réactions Oui, on a ici une personne qui nous dit que personnellement, nous sommes une famille nombreuse et nous avons choisi de ne pas chauffer, peur d'avoir des surprises dans la boîte aux lettres. Réaction, Marie? C'est ce qu'on craint, c'est comme on le disait tout à l'heure, effectivement il faut apprendre à maîtriser, à comprendre sa consommation parce que ça aidera à avoir une moins grosse facture, mais se priver tout à fait, c'est sans doute pas la solution parce que effectivement ça a toute une série de conséquences, comme Olivier le disait tout à l'heure, sur le bâtiment, sur les problèmes de santé et que... en tout cas, nous, dans notre travail, on entend ce genre de témoignages régulièrement et ça fait peur et c'est questionnant et qu'on espère qu'il va y avoir des mesures à la hauteur de la crise et qui pourront éviter justement que toute une série de personnes soient obligées de choisir entre manger et se chauffer ou se chauffer et qu'on n'en arrive pas à cette extrémité qui est quand même grave parce que ne pas allumer sa chaudière de l'hiver, c'est quand même... c'est terrible, donc... ça n'arrange rien parce qu'on va tomber malade et ça va nous coûter encore plus cher en médicaments. Donc il vaudrait mieux dire à cette famille de quand même se chauffer. Oui, et d'essayer de voir les aides auxquelles elle peut prétendre, comme le tarif social, comme les aides qui sont proposées par les CPS, parce que c'est vrai que les fonds ont été fort augmentés et qu'il y a toute une série de populations qui n'osent pas franchir les portes du CPS parce que c'est pas un public habitué aux services sociaux et que là, il y a des aides qui seront dégagées justement pour venir aussi en aide aux personnes qui n'ont pas l'habitude justement de demander de l'aide et il faut que ces personnes s'adressent au CPS aussi. Mais c'est pas gai, on va dire que ces dernières décennies, on était dans la crise de la radicalisation, les attentats, on n'était pas prêts, on oublie la santé mentale des gens et puis du jour au lendemain on vivait dans des peurs et dans des angoisses. Après ça il y a la situation du corona où il y a aussi des faillissements, la crise, etc. Maintenant on est avec une forme de guerre aussi, ou c'est une guerre, ou le début d'une guerre, tout dépend comment chacun le vit sous son toit. Un petit pays comme la Belgique n'est pas assez bien préparé. Pourtant, pour la question, vous avez été longtemps aussi responsable de la crise antiterroriste, et la Belgique a énormément investi. L'État a investi, vous pouvez peut-être dire un chiffre ? C'est difficile à calculer. Plus ou moins. Il y a des millions d'euros qui ont été engagés là-dedans. Des millions d'euros. On ne pourrait pas faire de même aujourd'hui pour ces jeunes gens ? Alors, bon,
l'État, il ne faut pas dire que l'État est démissionnaire. L'État, il investit. Donc il y a toute une série d'aides, comme Marie l'a expliqué, d'aides ponctuelles pour réduire la facture. Alors, on parle beaucoup, et c'est au niveau européen, de la limitation du prix d'énergie. Qui permettrait à un moment donné d'avoir la maîtrise des coûts et de diminuer sensiblement la facture. Donc, ce n'est pas encore au goût du jour, il faut des accords, mais donc voilà, l'État n'est pas démissionnaire et l'État devra continuer, il sera obligé, puisque moi je pense que la crise, c'est que le début, et donc l'État va continuer à je dirais, octroyer des aides en matière d'énergie. Okay. Le temps que ça durera, puisque je pense que les autorités n'auront pas le choix. Ok, c'est une note optimiste. Vous avez noté. Qu'est-ce que vous avez noté qui vous intéresse? La chose. Vous avez appris quelque chose ce soir? Oui, se renseigner, ne pas hésiter à se renseigner pour avoir ses propres droits. On l'entend bien? C'est important parce qu'elle pourrait faire la conclusion de l'émission. Je voulais juste dire une dernière chose. Je reviens vers toi. Oui, elle l'a pris. Mais où est-ce qu'elle doit le mettre? Elle doit le mettre ici, Jonas? Jonas, je sais pas pourquoi je parle. Excuse-moi. C'est pas grave. Alors, depuis le début de l'émission, je vous ai vu noter. Combien de pages vous avez noté recto verso? J'ai noté 1, 2, 3. Mais alors, vous avez bien fait votre devoir. Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous avez noté qui peut vous aider? D'abord, j'ai noté tout ce que monsieur le directeur a dit à propos du CPAS. Et puis, j'ai aussi noté madame. Et puis, j'ai aussi noté la porte verte. Et puis, Marie aussi, j'ai tout noté. J'ai noté en gros ce qu'ils ont dit pour voir si ça correspondait bien à la réalité. Ça peut vous aider? Je suis d'accord avec eux. Il faut faire des démarches pour se renseigner pour ses propres droits. Parce qu'en général, les gens ils ne savent pas toujours. Moi-même qui suis née ici, je ne savais pas qu'on avait tel ou tel droit. Mais en fait, on ne cherche pas, nous, à savoir. Dès que ça va un petit peu mieux, on cherche à se changer les idées. Et puis finalement, non, on doit tout le temps se battre pour se renseigner. Et effectivement, et puis je regarde aussi beaucoup les vidéos sur Internet. Et je ne sais pas si... Je voulais justement poser une question à monsieur. C'est quoi votre prénom? J'ai oublié votre Olivier. Olivier. Parce que, en fait, je regardais les vidéos de Paolo. Je ne sais pas si vous connaissez. Droit et liberté. Non. Personne? Parce qu'en fait, il disait que, en gros, que l'État cherchait à vider les poches des citoyens. Et après, ça m'avait tilté parce qu'à un moment donné, quand j'écoutais le journal parler, à un moment donné, les journalistes ont parlé de ah oui, il semblerait qu'il y ait autant de milliards qui sont encore dans les banques. Et moi, ça m'avait choqué parce que normalement, on a quand même, les gens, ils ont le droit d'avoir de l'argent. Et le fait que l'information est passée à la télé, ça a fait tilt dans ma tête. Et après, ce monsieur qui est avocat, c'est pas n'importe qui. Et alors il disait oui, que l'État cherchait à vider les poches des citoyens, qu'en fait il disait qu'il y avait un problème de climat et qu'il cherchait aussi à ce que les gens dépensent. Et puis l'énergie qui fait que, cette guerre qui est en fait une comédie totale. À un moment donné, j'ai aussi entendu Poutine qui est venu en France pour parler au niveau du climat. C'est quoi? C'est une guerre ou bien c'est un débat? Et puis on disait oui, donc on coupe le gaz. Et puis finalement ils disent qu'on est en train d'acheter le gaz aux Américains, qu'ils le vendent beaucoup plus cher que la Russie. Et qu'en fait, lui sa conclusion c'est qu'on nous prend pour des cons. Et qu'en fait, il disait, les politiciens belges disaient aussi qu'en fait, ils disaient que oui, on va intervenir autant on va intervenir par rapport au nombre d'habitants et on va intervenir avec autant de millions. Et puis il disait que quand on divisait le million par autant d'habitants, ça faisait 7 € à peu près par personne. Et qu'en fait, ils vont pas arranger le problème. Et que voilà quoi. Et donc je me dis mais qu'est-ce qu'il faut écouter? Ça, je pense qu'il faut faire attention de ce qu'on entend. Ici, on est au niveau local, on est au niveau bruxellois, on est dans la réalité du terrain. Maintenant, il faut faire attention qu'on soit avocat ou ministre ou je ne sais quoi, il faut faire attention avec toute l'info qu'on reçoit sur Internet. Voilà, parce que mais il faut avoir de tout, il faut tout écouter. Oui, voilà. Et de toute façon, c'est peut-être dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans, il y aura un ouvrage et qu'on sera à beaucoup
de secrets qui nous dépassent. Voilà. Mais donc en fait, est-ce que le CPS il est prêt à intervenir pour tout le monde? Et le jour où le CPS n'a plus d'argent, voilà. Honnêtement, le CPS n'est pas prêt pour d'intervenir pour tout le monde. Il y a des gens qui n'ont pas de besoin, ou n'ont pas besoin d'être aidés par le CPS. Ça c'est ok. Mais le montant que le CPS, dont le CPS bénéficie, est-ce qu'il sera garanti pour combien de temps? Alors ça, c'est une autre question. Ce sont des montants qui sont revus annuellement. Donc ici, je pense qu'ils vont être pérennisés pendant quelques années, puisque l'augmentation, elle va quand même durer, ou en tout cas les prix élevés vont quand même durer pendant quelques années. Donc voilà. Mais là où je vous rejoins, alors moi je n'acquiesce pas à tout ce que vous avez dit. Ok, c'est parfait. Il faut quand même savoir une chose, que la Belgique, elle est... entre les responsables politiques, ce n'est pas des magiciens. Et la Belgique est soumise au marché. Et donc, comme on ne produit pas de gaz, il faut en acheter. Et donc, on est soumis à la libre concurrence. Donc, ici, on achète au Qatar, on achète aux États-Unis, on était négocié avec les Norvégiens. Mais évidemment, comme le gaz est beaucoup plus rare, ça devient cher. Imaginez qu'il y a un seul thé sur la table, tout le monde va se ruer dessus, et donc si c'est le mien, je vais vous le vendre à un prix d'or. C'est comme ça le marché, c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, on est dans cette situation. On est dans cette situation. Ok, voilà, c'est clair. Et donc voilà, et donc c'est ça aujourd'hui où les responsables politiques se disent, il faut notre propre approvisionnement. L'électricité, ça commence à aller, mais le gaz, on ne produit pas de gaz en Europe, ou quasi pas. Et donc, on est tributaire. Et donc, quand on était copains avec la Russie, ça allait bien. Maintenant qu'il y a un conflit ou une guerre, c'est déshonorant. On ne peut plus acheter le gaz russe. On a coupé mais il faut bien acheter, il faut bien continuer à vivre. Et donc, c'est ça qui a un impact. Les 2 dernières minutes, Olivier, Mustapha, tu voulais dire quelque chose? On a donc un nouveau message. Donc, on nous dit qu'il vaut mieux nourrir ses enfants et se chauffer car le corps est capable de résister à n'importe quel gouvernement, même européen. C'est bien ça. Ça c'est bien. Peut-être. Si je peux me permettre, j'étais touchée par un mot que madame elle a dit. Elle a dit c'est un vrai djihad. Oui. Et je pense que la vie, de toute façon, c'est un djihad. Si je peux l'appeler vous comme avez ça. raison. Donc on aura toujours des défis qu'on a surmontés, que ça va nous rendre plus forts. Non, moi je suis née ici. Ouais. Moi je trouve qu'il y a une injustice. Par exemple, il y a la guerre en Ukraine. Je leur souhaite rien. Je n'ai pas voulu qu'il y ait la guerre là-bas avec la Russie. La Belgique a bien trouvé de l'argent pour accueillir ces personnes-là, pour leur donner un montant chaque mois. Moi, ça me fait mal parce que moi, j'ai travaillé pour ce pays. Moi, j'ai payé mes contributions. Moi, j'ai été juste envers mon pays parce que la Belgique, c'est mon pays. Vous comprenez? Moi, je trouve qu'il y a une certaine injustice. Je n'ai pas dit que c'était bien pour eux, mais quand moi, je trouve que c'est un peu... C'est une injustice pour moi, parce qu'il y a eu des guerres ailleurs, on ne les a pas aidés. Et là, les Ukrainiens, tout le monde veut les aider, tout le monde les prend, donne des 1 500 € par mois, on leur donne des logements. Oh, mais c'est pas logique. Et moi, qui suis née ici, qui a travaillé toute ma vie, j'ai travaillé pour la Belgique, j'ai payé mes contributions, je suis dans la merde et eux sont mieux que moi. Je trouve que c'est ça, on l'entend souvent. Ça, c'est une injustice. C'est une légende ou c'est la réalité? C'est la réalité. Je pense que les Ukrainiens, c'est assez catastrophique. Il ne faut pas croire que ces gens viennent ici et s'enrichissent. Non, mais... Moi, je vois des situations à Molenbeek où les gens sont logés dans de piètres conditions. Parfois même, il y a de la traite d'êtres humains. Parfois, ce sont des gens qui sont à la rue. Moi, j'ai rencontré un Ukrainien l'autre jour. Je l'ai amené jusqu'au CPS. On l'a mis dans un hôtel. Et donc... mais il y en a certains qui touchent 1 500 € par mois. Parce que c'est un droit qu'ils ont. Et donc, une personne belge, une personne qui a un statut d'Ukrainien aujourd'hui, eh bien, il bénéficie des mêmes droits. Et donc, voilà, c'est comme ça, on est dans un État démocratique. Et voilà, donc ces gens, effectivement, n'ont pas cotisé, mais ils ont accès à des droits. Mais c'est une sorte d'injustice. Vous le considérez comme une injustice? Oui. Moi, je le considère comme un principe d'égalité, de solidarité que nous avons envers d'autres pays. Je sais pas. Tu as vécu en Espagne? Si. Habla espagnol? Ah, Nadia aussi habla espagnol. Ouais. Écoutez, tu as vécu en Espagne, tu es venu en Belgique pour vivre mieux. Je vais te donner le micro. Tu peux juste le tenir comme ça. Ça te passe par la tête de repartir en Espagne? Un jour. Par rapport à maintenant, tu as des enfants. Maintenant, je ne peux pas. Parce que si je n'aurais pas les enfants, je pars. Je ne reste pas.
pour mes enfants que je suis là. Ils sont confortables, les enfants. Votre vie a changé avec la crise économique. Vous le Avant, sentez? oui, mais maintenant, non. Ça commence à diminuer. Avant quoi? Avant vous étiez bien? Oui, 2 ans comme ça, ou avant la guerre, on était bien. Mais comme vous voyez que tout s'est augmenté d'un coup, et en plus, les logements... C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Et donc, vous voudriez, si ça dépendait de vous, vous voudriez retourner en Espagne? Aujourd'hui, après-demain. Et vous restez pour les enfants? Oui, pour mes enfants que je suis là. Et pourquoi? En Espagne, ils ne vivraient pas bien? Parce qu'on ne va pas jouer, on vit pour les enfants, pour notre enfant. Oui. Nous, c'est fini. Moi, je vis pour mes enfants. Parce que mes enfants, je veux jouer avec. Ils veulent comme ça, la rester ici. petite, oui. elle ne comprend rien d'espagnol. Même les deux comprennent quelque chose. Mais la petite, elle a 10 ans maintenant. Pour le changer, c'est difficile. Ok, le monde, il change très vite. Ça évolue pas très bien, on dirait, mais ce qui est très 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 important, en tout cas, comme toujours au sein du Vart Capoun avec Let's Talk, c'est que ici, au niveau local, nous avons des personnes réelles, présentielles, des experts qui nous parlent de la réalité des terrains et qui vous éclairent au mieux. Ne vous dispersez pas dans 1 million d'informations, venez la chercher ici. Et la prochaine, c'est le 9 décembre et le thème, c'est la jeunesse et le relationnel et l'accouplement, avec toutes les questions que ça peut susciter, par quoi les jeunes sont aujourd'hui frustrés également du relationnel. On touche à tout et venez chercher l'information vraie et pure au sein du Vart Capoun Let's Talk le 9 décembre prochain. Et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions ou des sujets qui vous préoccupent pour les futurs thèmes de notre émission. Merci à l'équipe technique, je ne le dirai jamais assez. Merci à Moustapha qui fait des heures supplémentaires pour nous. Merci à, je ne vais pas dire, pas tous les barbus s'appellent Mohamed, à Olivier. En tout cas, vous nous avez bien éclairé. J'ai beaucoup apprécié et on le sent bien que vous voulez aider les gens. Et cette valeur sûre, on ne peut pas la perdre. Merci Marie également, merci Tierno également, c'est gentil. Vive la jeunesse, vive les futurs ambassadeurs qui veulent aider les autres et on y arrivera. Restons optimistes, c'est notre force et à très bientôt.